Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir chez vous à nouveau pour la suite de cette lecture du Silence de la mer de Vercors. Dans la première partie, nous avons découvert les protagonistes, ce grand-père et sa nièce confinés dans une ferme et qui accueillent donc un officier allemand. Ils sont obligés de l'héberger. Et pour l'instant, ils ne se sont pas adressé la parole. Nous sommes le lendemain matin. L'officier descendit quand nous prenions notre petit déjeuner dans la cuisine. Un autre escalier y mène, je ne sais si l'Allemand nous avait entendus ou si ce fut par hasard qu'il prit le même chemin. Il s'arrêta sur le seuil et dit « J'ai passé une très bonne nuit. Je voudrais que la vôtre fût aussi bonne. » Il regardait la vaste pièce en souriant. Comme nous avions peu de bois et peu de charbon, je l'avais repeinte dernièrement. Et j'y avais amené quelques meubles, des cuivres et des assiettes anciennes afin d'y confiner notre vie pendant l'hiver. Il examinait cela et l'on voyait luire le bord de ses dents très blanches. Je vis que ses yeux n'étaient pas bleus comme je l'avais cru, mais dorés. Enfin, il traversa la pièce et ouvrit la porte sur le jardin. Il fit 2 pas et se retourna pour regarder notre longue maison basse, couverte de treilles aux vieilles tuiles brunes. Son sourire s'ouvrit largement. « Votre vieux maire m'avait dit que je logerais au château, » dit-il en désignant d'un revers de main la prétentieuse bâtisse que les arbres dénudés laissaient apercevoir un peu plus haut sur le coteau. « Je féliciterais mes hommes qu'ils se soient trompés. Ici, c'est un beaucoup plus beau château. » Puis il referma la porte, nous salua à travers les vitres et partit. Il revint le soir, à la même heure que la veille. Nous prenions notre café. Il frappa, mais n'attendit pas que ma nièce lui ouvrît. Il ouvrit lui-même. « Je crains que je vous dérange, » dit-il. « Si vous le préférez, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez cette porte à clé. » Il traversa la pièce et resta un moment la main sur la poignée, regardant les divers coins du fumoir. Enfin, il eut une petite inclinaison du buste. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Jamais. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention fussent très claires et ni très pures. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail, comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut que notre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté. Je ne puis sans souffrir offenser un homme, fût-il mon ennemi. Pendant longtemps, plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance. Leur commune propriété était qu'il ne supportait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la porte, il regardait autour de lui. Un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen. Le même examen, chaque jour, et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de ma nièce, immanquablement sévère et insensible, et quand enfin il détournait son regard, j'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante. Puis il disait en s'inclinant « Je vous souhaite une bonne nuit » et il sortait. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine mêlée de pluie, terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi, j'imaginais l'officier dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en rentrant, mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je
m'agaçait de reconnaître qu'il occupait mes pensées. Ma nièce tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin des pas se firent entendre. Mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus à leur bruit inégal la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. Il était en civil. Le pantalon était d'épaisse flanelle grise, la veste de tweed bleu acier enchevêtrée de mailles d'un brun chaud. Elle était large et ample et tombait avec un négligé plein d'élégance. Sous la veste, un chandail de grosse laine, écru, moulait le torse mince et musclé. « Pardonnez-moi, dit-il, je n'ai pas chaud. J'étais très mouillé et ma chambre est très froide. Je me chaufferai quelques minutes à votre feu. » Il s'accroupit avec difficulté devant l'âtre, tendit les mains. Il les tournait, les retournait. Il disait « Oh, bien, bien !» Il pivotait et présenta son dos à la flamme, toujours accroupi, en tenant un genou dans ses bras. « Ce n'est rien ici, l'hiver. L'hiver, en France, est une douce saison. Chez nous, c'est bien pire. C'est très dur, très. Les arbres sont des sapins, des forêts serrées. La neige est lourde là-dessus. Ici, les arbres sont fins. La neige dessus, c'est une dentelle. Chez moi, on pense à un taureau trapu et puissant qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est de l'esprit. La pensée subtile et poétique. Sa voix était assez sourde, très peu timbrée, l'accent assez léger, marqué seulement sur les consonnes dures. L'ensemble ressemblait à un bourdonnement plutôt chantant. Il se leva, il appuya l'avant-bras sur le linteau de la haute cheminée et son front sur le dos de sa main. Il était si grand qu'il devait se courber un peu. Moi, je ne me cognais pas même le sommet de la tête. Il demeura sans bouger assez longtemps, sans bouger et sans parler. Ma nièce tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jeta pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, je fumais. À demi allongé dans mon grand fauteuil douillet, je pensais que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée. Que l'homme allait nous saluer et partir. Mais le bourdonnement sourd et chantant s'éleva de nouveau. On ne peut dire qu'il rompit le silence, ce fut plutôt comme s'il en était né. « J'aimais toujours la France, » dit l'officier, sans bouger. « Toujours. J'étais un enfant à l'autre guerre, et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis, je l'aime toujours. Seulement, c'était de loin, comme la princesse lointaine. » Il fit une pause avant de dire gravement « À cause de mon père. » Il se retourna et, les mains dans les poches de sa veste, s'appuya le long du jambage. Sa tête cognait un peu sur la console. De temps en temps, il s'y frottait doucement l'occipital d'un mouvement naturel de cerf. Un fauteuil était là, offert tout près. Il ne s'y assit pas. Jusqu'au dernier jour, il ne s'assit jamais. Nous ne lui offrîmes pas et il ne fit rien. Jamais. Rien qui pût passer pour de la familiarité. Il répéta « À cause de mon père ».
Il était un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Il croyait dans la République de Weimar. Et dans Briand, il était très enthousiaste. Il disait, « Il va nous unir comme mari et femme. » Il pensait que le soleil allait enfin se lever sur l'Europe. En parlant, il regardait ma nièce. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue. Une statue animée, peut-être, mais une statue. Mais Briand fut vaincu. Mon père vit que la France était encore menée par vos grands bourgeois cruels, les gens comme vos de Wendel, vos Henri Bordeaux et votre vieux maréchal. Il me dit, tu ne devras jamais aller en France avant d'y pouvoir rentrer botté et casqué. Je dus le promettre, car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe, sauf la France. Il sourit et dit, comme si cela avait été une explication, « Je suis musicien. » Une bûche s'effondra, des braises roulèrent hors du foyer. L'Allemand se pencha, ramassa les braises avec des pincettes, il poursuivit. « Je ne suis pas exécutant, non. Je suis compositeur. Et je compose de la musique, cela est toute ma vie. » Et ainsi, c'est une drôle de figure pour moi de me voir un homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre, non. Non, je crois que de tout ceci, il sortira de grandes choses. Il se redressa, sortit ses mains de ses poches et les tint à demi levées. Pardonnez-moi, peut-être j'ai pu vous blesser, mais ce que je disais, je le pense avec un très bon cœur. Oui, je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Il fit 2 pas et inclina le buste. Comme chaque soir, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit. » Puis il sortit. Je terminais silencieusement ma pipe. Je toussais un peu et je dis « C'est peut-être inhumain de lui refuser l'obole d'un seul mot, non ?» Ma nièce leva son visage. Elle haussait très haut les sourcils, sur des yeux brillants et indignés. Je me sentis presque un peu rougir. Voilà pour cette deuxième partie du Silence de la mer. À très bientôt.